Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Aux États-Unis, on connaît les profondes divergences politiques entre les démocrates et les républicains. Mais est-ce que la classe politique est vraiment si divisée que ça sur les grands enjeux comme la sécurité nationale ou la guerre, par exemple? Ouvrons la discussion avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane! C'est comme un peu ta séparation de cheveux est-elle aussi divisée qu'on l'imagine? Je te faisais remarquer pendant la pause que tu avais une petite couette rebelle centre-gauche. Je me dis, est-ce que c'est une façon de dire qu'il penche d'un bord plutôt que de l'autre? C'est de plus en plus flou, mon affaire. Un peu comme la politique américaine, hein? C'est une image... Vrai. C'est une image très, très révélatrice, un peu comme ma crinière. Oui, effectivement. Il y a peut-être un parallèle capillaire à faire avec la politique américaine. Ça s'entremêle parfois, c'est pas toujours discipliné. C'est un des lieux communs, des poncifs qu'on répète en boucle. La vie politique aux États-Unis est polarisée, c'est la détestation, il n'y a pas de terrain d'entente, pas de terrain commun. Puis ça tourne en vrille, on répète toujours les mêmes choses, jusqu'à ce qu'on se dise, sur un certain nombre d'enjeux, est-ce qu'ils sont à ce point divisés et polarisés? Est-ce que démocrates et républicains logent dans des lits différents? Sinon, font-ils vraiment chambre à part? Parce qu'après tout, on se retrouve à la Chambre des représentants et je suis tenté de dire qu'ils font non seulement pas chambre à part, mais ils font même, à l'occasion, démocrates et républicains, lit commun. Et ça ressemble un peu au scénario que nous vivons aux communes avec... derrière M. Trudeau, toujours l'ombre des néo-démocrates qui semblent avoir un ascendant important sur le corpus politique proposé par M. Trudeau. Il ne peut pas gouverner sans leur appui, tacite et même des fois explicite. Et ça ressemble à ça, on y arrivera, parce qu'il n'y aurait pas de leader républicain en ce moment à la Chambre sans l'appui des démocrates. Qui aurait pu imaginer? C'est peut-être pas suffisamment souligné quand on dit division, polarisation. Un instant, c'est pas gagné. Il faut voir que sur les enjeux budgétaires, par exemple, très récemment, les deux partis, on peut dire, alléluia, tant mieux, ça permet de faire en sorte que le gouvernement continue d'avancer. Mais sur les enjeux budgétaires, républicains et démocrates se sont entendus. C'est toujours à la dernière minute, mais ils l'ont fait. Et sur tout ce qu'induit un budget, parce que c'est des choix en matière de défense, en matière de dépenses sociales ou pas. Donc, républicains et démocrates ont réussi à s'entendre là-dessus. Très récemment, on en a parlé sur la vente forcée de TikTok. C'est un précédent extraordinairement intéressant. On peut être d'accord ou pas avec ce que fait la plateforme, mais on est en train d'ouvrir une brèche. Le gouvernement dit à une entreprise, pour des raisons de sécurité nationale, et là aussi, on peut en débattre. Je pense qu'il y a des points de vue recevables des deux côtés de la clôture. Puis une entreprise qui se fait dire, on parle ici d'un joueur majeur, qui est aussi un compétiteur de plusieurs de ces joueurs majeurs américains de l'industrie, comme par hasard. Alors évidemment, il y a le lien avec la Chine qui inquiète et on décortiquera pas à nouveau, mais républicains et démocrates, main dans la main, super d'accord. Ça a stallé, pardonne-moi l'expression, pendant des années. C'est une intuition qu'avait eue Donald Trump il y a très longtemps. D'ailleurs, sur ça, il a changé d'opinion, mais qui avait dit, attention, est-ce que les Chinois nous ont créé un cheval de Troie et pour lequel nous sommes continuellement demandeurs, parce que c'est addictif, les médias sociaux, donc c'est le cheval de Troie le plus pervers s'il fallait que ça en soit un. Non seulement on peut être prévenu, mais on en veut plus. Alors, lui, c'était son intuition, probablement que ses services de sécurité l'avaient aiguillonné. Aujourd'hui, encore une fois, je le répète, il a changé d'opinion. Les démocrates et les républicains, main dans la main, et particulièrement, je pense que tout le monde s'entend aussi là-dessus, depuis le 7 octobre, avec une accélération sur la plateforme TikTok, disons de point de vue plus favorable aux Palestiniens, plus critique d'Israël, qui est le reflet aussi des démographiques, 170 millions d'usagers aux États-Unis, mais pour une grande majorité des jeunes qui, on le sait, s'ils ne votent pas tout le temps, sont pour autant pas politiquement désintéressés et plus favorables au point de vue, disons, palestinien. Je dis plus favorable, pas en tout, mais plus favorable. Et c'est comme si ça avait accéléré les choses. Cette semaine, évidemment, un vote très important, mais avant, je ne veux pas l'oublier, grand accord et pour M. Johnson, grand écart entre ce qu'il disait quand il a été nommé sur le financement des opérations militaires à l'étranger, 95 milliards, démocrates et républicains, parfaitement dans le même lit là-dessus. Quand je dis grand écart pour Mike Johnson,
au départ, il faut voir que sur Israël, c'est un allié indéfectible. Il l'a toujours dit. Je pense que c'est son principal combat. C'est un sioniste chrétien. Nous pourrons y revenir. Ça compte. Mais sur l'Ukraine, il a toujours dit, c'est pas notre guerre, c'est pas notre combat. Il y a une limite à ce qu'on doit faire. Et là, soudainement, avec un certain enthousiasme, il a fouetté ses troupes. Il a dit, il faut qu'on aille au front. Et il n'a pas eu de majorité de républicains là-dessus. En fait, il y en a plusieurs qui lui ont fait faux bond. Les démocrates ont évidemment embrassé parce qu'ils étaient demandeurs sur l'aide militaire à l'Ukraine. Donc, encore, je le répète, un cas de figure où on s'est très bien entendu à Washington. Puis cette semaine, à 320 votes contre 91, un projet de loi pour, je mets des guillemets parce que c'est assez flou, c'est un peu comme ta chevelure, Oui. Pour combattre les dérives antisémites qui, par ailleurs, sont aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde, super encadrées par des lois fédérales. L'American Civil Liberty Union, qui est pas une organisation qui s'est inventée hier, a dit attention, c'est pas une bonne idée ce que vous êtes en train de faire. On comprend le contexte politique, on comprend aussi l'instrumentalisation avec ce qui se passe sur les campus, mais ce qui est en train de se passer, alors, au nom de l'antisémitisme, qui est un combat toujours valable, c'est la difficulté de plus en plus grande qu'il y aura à critiquer Israël. Et ces deux choses. Puis aujourd'hui, on a fait des espèces d'équivalence. On dit tous ceux qui sont anti-sionistes sont aussi antisémites. Ça se débat très, très certainement. Le sionisme est une idéologie. Tous les Juifs ne sont pas, et tous les Israéliens ne sont pas sionistes. Ce que tu peux questionner sans être pour autant antisémite. Mais ce que disent plusieurs, c'est que c'est souvent le cache-sexe de l'antisémitisme. C'est du langage codé. Alors, aux États-Unis, là-dessus, unanimité de la classe politique, avec évidemment une majorité des républicains et des démocrates qui ont été favorables dans un contexte aussi politique enflammé. Il y a des vrais enjeux sur la question, encore une fois, je suis lassant, ennuyant, de la liberté d'expression qui est, si elle est fondamentale, ne peut pas être à géométrie variable, c'est-à-dire que ça peut pas être un principe qui s'applique plus ou moins sérieusement, fortement, en fonction de ce qu'il faut défendre. En ce moment, en France, tu me diras c'est un drôle de virage, mais ça me ramènera ensuite aux États-Unis. Il y a deux députés, enfin une députée et une candidate aux élections européennes, Mathilde Panot, Rima Hassan, qui ont été convoquées par la police suite à la publication le 7 octobre dernier d'un communiqué dans la foulée de l'attaque du Hamas sur Israël, sur les Israéliens. C'est la France insoumise dont on parle, parti de gauche et même d'extrême gauche. Alors, je ne partage pas beaucoup, sinon aucune sensibilité, mais ils ont été convoqués par la police 7 mois après les faits parce que à l'époque de leur communiqué, ils parlaient d'une offensive des forces palestiniennes qui mettait en parallèle avec les politiques d'occupation israélienne, comme si une chose valait l'autre et ne parlait pas d'attaque terroriste. Alors, on pourrait revenir débattre de ce que les deux pays, entités, parce que la Palestine n'est pas un pays, sont depuis toujours dans un état de guerre larvé. Alors, à partir du moment où le pays qui n'en est pas un décide d'attaquer, sauvagement, on s'entend, ce qui fait une opération militaire terroriste, simplement poser la question est aujourd'hui très audacieuse, tellement qu'ici, les deux politiques se retrouvent interpellés par les policiers, convoqués par les policiers, parce qu'il y aurait peut-être eu un délit d'apologie du terrorisme. Alors, je ne partage pas de sensibilité, mais je me dis, avec cette fraction, disons, du discours politique en France, mais est-ce qu'ils ont le droit de voir les choses différemment? Apparemment, ici, pas tellement. Il y a une certaine unanimité de la classe politique pour les dénoncer. Puis à côté de ça, encore une fois, tout ne se compare pas, mais on n'en parle pas beaucoup. Dimanche dernier, le ministre de l'économie israélien, M. Smotrich, disait, avec les Palestiniens et avant une éventuelle offensive à Rafah, pas de demi-mesure, on parle d'annihilation totale, et en langage codé que comprennent ceux qui connaissent les référents, dit on va effacer la mémoire d'Amalek. Et dans la Bible, Amalek, c'est disons le fondateur d'une tribu, les Amalecites, qui sont les ennemis d'Israël. Et quand on dit Dieu effacera la mémoire d'Amalek ou d'Amalek, c'est implicitement l'idée qu'on va non seulement l'effacer de notre mémoire, mais peut-être de la carte. Alors, est-ce que je pense que ces propos-là sont
de l'incitation à la haine, dans le meilleur des cas? Est-ce que c'est de l'incitation génocidaire? C'est difficile à dire. Je préfère savoir ce qu'ils pensent et qu'ils le disent, même si c'est très vexatoire. Et je constate par ailleurs que pour ces propos, très très peu d'attention, pour d'autres, extrême précaution. Alors, je reviens aux États-Unis après cette parenthèse et je parle de cette unanimité politique sur certains enjeux qui lie les républicains et les démocrates. Mike Johnson, c'est l'exemple le plus abouti. Voici donc le patron des républicains qui au départ était opposé aux abus des grandes agences du renseignement, le FBI, la CIA, ne voulait plus financer le conflit en Ukraine, qui récemment, après le passage de l'aide de 95 milliards de dollars, est devenu le héros de qui? Des démocrates. On parlera de son moment churchillien. Et les règles à la Chambre des représentants ont récemment changé. En fait, justement, la frange la plus extrême de droite républicaine voulait les avoir à l'œil, leurs leaders. Et aujourd'hui, il est possible pour un seul député, membre de la Chambre, de demander un vote sur le maintien du leader en place. Donc, c'est très facile, très fragile. Il suffit d'avoir une personne, Marjorie Greene Taylor, par exemple, qui dit « Moi, j'aimerais ça qu'on vote sur le leadership de notre patron parce que finalement, il ne fait pas notre affaire. » Comme ils ont une très petite marge au Congrès, les républicains, ça en prend 5 ou 10, il perd sa job. C'est ce qui est arrivé avec le prédécesseur de Mike Johnson. Aujourd'hui, que font les démocrates? Ils disent « Hey, il est super cool, Mike. Si jamais vous voulez voter contre lui, ça sert nous, oui, exactement. Nous, les démocrates, savons ce qui est bon pour le pays, on sera avec lui. » C'est un avertissement. Tu dis, écoute, tu vas avoir l'air fou, Marjorie? Demande le vote. On va être avec. On va l'appuyer. Donc, voici un pays qui est moins divisé qu'on ne le dit et qu'on ne l'imagine. Tu faisais référence tantôt aux tensions sur les campus. On a vu les images à Columbia, on a vu les images à UCLA. Le président Biden qui s'est exprimé pour la première fois là-dessus. Oui, qui essaie de ménager la chèvre et le chou, ça sera politiquement pas rentable pour lui parce que pour l'essentiel, les démocrates sont avec lui, mais ça lui en prend peu qui doutent de lui, qui veulent le questionner. Là aussi, on a souvent parlé de ça, pour que ça fragilise sa coalition électorale. Et il a parfaitement raison. La détestation de l'autre, et quand elle devient haineuse, c'est inacceptable. En fait, c'est pas inacceptable, ça fait partie justement de ce que les Américains entendent par la liberté d'expression, mais quand on demande d'aller plus loin que la haine et qu'on incite à la violence, c'est un vrai problème. Alors il disait, l'antisémitisme n'a pas sa place, évidemment, dans les manifestations, pas plus que l'islamophobie devrait avoir sa place. Alors à ce moment, on parle davantage des dérives antisémites. Monsieur Biden qui négocie, mais vraiment un sentier archi mince, et je le répète, je pense qu'à terme, c'est lui qui est plus à risque. Il y a rien à gagner en ménageant la chèvre et le chou, sinon de s'aliéner ceux qui ne changeront pas d'idée. Pour Monsieur Trump, c'est la belle affaire parce que sa base électorale là-dessus est à peu près pas friable. Il n'y a pas à se préoccuper d'un flanc gauche ou extrême gauche, on s'entend, ça le guette pas. Et je reviens à Monsieur Johnson, avec lequel il y a des différends, mais sur cette idée de la fraction d'irréductible, dure, sioniste chrétien. Tu me diras, c'est quoi cette affaire-là? Des gens très actifs, des gens qui sont importants pour cimenter la coalition de M. Trump, qui rejoignent les évangélistes. Et donc, même s'ils ont eu des différends, Johnson et Trump, puis les alliés historiques de M. Trump disaient « Hey, faut l'avoir à l'œil, lui. » Surprenamment, M. Trump a dit « Non, Mike fait une bonne job. Faut le garder, faut faire attention. » Il n'a pas flingué, alors qu'il a souvent choisi d'émincer ses anciens alliés quand ils ne faisaient plus son affaire. Donc, je crois que politiquement, en ce moment, ce qui se passe, je crois pas, je suis certain, est une occasion d'affaires pour M. Trump. Ça explique peut-être qu'il fasse si peu campagne. Oui, bien, il faut dire que Trump est occupé aussi au tribunal. On en est à quoi? 3 semaines de procès à New York. Quel est ton bilan? Puis parallèlement à tout ça, déclaration quand même importante de Donald Trump qui ne s'engage pas à reconnaître les résultats de l'élection présidentielle de 2024. Si ça fait pas son affaire. N'avons-nous pas eu
n'avons-nous pas eu une conversation plus tôt en début de semaine quand je te disais le crime de Monsieur Trump, c'est pas d'avoir parlé de malversation ou d'avoir dit qu'il y avait peut-être eu lors des élections de la triche, c'est de ne pas avoir reconnu le résultat. Ça, c'est le crime ultime. Ouais. Je le répéterai pas 10 fois. Madame Clinton, en 2016, elle a critiqué, elle a dénoncé les élections, elle a parlé de triche, mais éventuellement, elle s'est ralliée parce que c'est ça le livre, le code à respecter. Tu te rallies, tu dis parfait, les élections sont terminées, je vais m'incliner. C'est ce qu'elle a fait en 2016. C'est ce que M. Trump, lui, a refusé de faire en 2020. Très rapidement, 3 semaines en procès, 3 semaines où il aurait pu les mercredis, parce qu'il y a congé de procès, le juge s'occupe d'autres affaires, faire campagne. Il l'a pas fait. Cette semaine, il était au Michigan pour un rallye politique, pour fouetter un peu les troupes. Deux choses. D'abord, je pense que il y a une limite probablement physique à ce qu'un candidat est capable de faire, parce qu'il emmène large sur plusieurs fronts. Ma conviction, c'est qu'il estime qu'il est plus payant de laisser l'image de la justice percoler auprès de ses électeurs que lui de s'épuiser, de s'époumoner, sachant que le temps viendra bien assez vite en juin ou en juillet où il pourra le faire. Il a été condamné cette semaine à 9 000 $ d'amende pour ne pas avoir respecté le baillon. Ouais, c'est La tout qui prochaine change étape, pour lui, là. C'est l'équivalent c'est de du screening. 9 C'est cents du, pour nous autres, là. je dirais peut-être pour toi, moi c'est encore moins que ça. C'est des miettes de scène. Mais au-delà de tout ça, je pense que le symbole lui plaît. Donc candidat au présidentiel muselé et le juge a laissé entendre, là aussi on en avait parlé, qu'il pourrait peut-être aller en prison à ce point que les services secrets ont commencé à étudier ce qu'il fallait faire si on l'envoyait au cachot parce que c'est au tribunal que ça se passerait, dans le même édifice probablement, si on l'envoyait au cachot une journée ou deux. Je pense que ça, c'est quoi la campagne de publicité de la carte de crédit? Pour ça, il n'y a pas de prix. Il ferait du judo Donc, avec ça. Il se servirait de ça pour son image. Ça serait hyper profitable pour lui. euh, une nuit au Hilton downtown du commissariat à New York, ça n'a pas de prix. Ça, c'est clair. Stéphane, merci beaucoup. Salut, bon week-end.